pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 65. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler même d'une série de films et même d'un film qu'on va résumer d'un seul mot. C'est Moustache. Oui, Moustache, c'est le pseudo qu'on a donné à Mission Impossible Fallout. Et on a décidé d'en parler. On avait senti que ça allait être bien. Et je crois qu'on est globalement pas mécontents. Et à mes côtés pour en parler, j'ai les Booba et Caris du podcast français. Vous les avez reconnus, c'est Benjamin François et Plugin Papa. Papa, comment tu vas ? Bonsoir Daniel, bonsoir Benjamin. Moi ça va très bien. Ça va bien ? Oui. T'es en vacances évidemment. Évidemment. Ouais. Évidemment, tout le temps. Et on a aussi un revenant, c'est Benjamin François. Puisque jusqu'au bout, il a essayé de nous faire croire qu'on ne pourrait pas enregistrer. Jusqu'au bout, il nous a fait croire que ouais, je suis en déménagement, je sais pas dans quel carton j'ai mis l'ordinateur. C'est des excuses du niveau j'ai la migraine, honnêtement. Et on n'y a pas cru une seule seconde. Benjamin François, comment se passe ton déménagement jusque-là ? Wesh la street, c'est Booba. Vas-y, je suis en garde à vue là maintenant, donc c'est pas facile pour le podcast. C'est marrant parce que je te voyais beaucoup plus en Booba et papa, je voyais beaucoup plus Caris. Et voilà, c'est voilà. mon talent, pour la barbe, mon talent c'est ça, naturel en fait. avec les mots peut-être. Alors, où ça en est alors ? Fais-nous un petit topo. Ça en est qu'on est encore en plein dans les cartons, enfin qu'il y en a partout. Là, si tu veux, je regarde je vois le volume de mon enregistrement et je me dis qu'il y a énormément de saturation, donc je suis en train de regarder dans tous les sens s'il n'y a pas un truc à changer pendant quand tu déplaces le micro, s'il n'y a pas un potard à tourner. Mais non, je ne vois rien, donc ça va juste être un cauchemar au montage, donc tout va bien quoi, la routine. Putain, il gueule. Franchement, tu sais quoi ? L'imitation que papa préparait de toi, au cas où tu pouvais pas le faire, était au top. Papa dit fais-nous ton Benjamin. Oh oui, aussi, c'est Benjamin. Alors on va parler aujourd'hui des émulateurs sur Linux. Il y en a des très 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 bien. Mais celui-là, je suis pas très content parce qu'il fait pas la GBA. Oh puis de toute façon, moi, après avoir joué aux 25 Tales of, je peux dire que ça valait pas vraiment le coup en fait. Le passage sur les 25 Tales of est certainement le plus réussi de toute l'imitation, mais c'est vrai que... Il y a quelque chose. Il aurait pu presser par ordre alphabétique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, après, il y a plein de variantes, de toute façon, voilà. Il y a Bon. combien, Daniel, toi tu sais, il y a combien de Tales of ? Dans les Mothership, il doit avoir 12. Mais après, il y a les spin-offs et ça... Ouais, mais les spin-offs, on s'en fout, Ouais. non ? Bon, ça va, j'en ai que 12 à faire. Oui, non mais... Oui, non mais c'est pas la peine, mec. Bon. Même pas le premier Et... Tales of Fantasia, non ? Écoute... lequel Tales of Destiny peut être le premier. Moi j'aime bien Tales of Destiny. Regarde, tu vois, il remet le doigt dans l'engrenage, tu vois comment il Oui, Ah oui. oui, en plus, c'est vrai. En plus, tu lui dis une série, il dit ah ouais, tiens, je pourrais le faire en entier peut-être. Alors que j'ai 5 personas à faire là, si tu veux déjà. Enfin, Ouais. 6 en Oui, comptant oui, le cinquième. et 5 civilisations aussi, tu t'imagines ? Ouais, alors non, parce que Civilisation, j'ai déjà joué du 1 jusqu'au 3. Ouais, mais tu t'en souviens pas bien. Surtout, j'aime pas Avoue. en fait. C'est pas ma came, les civilisations, donc voilà. Alors, pour casser avec cette bonne humeur de Benjamin qui grommelle contre les cartons, papa, où est-ce que tu peux nous dire quelle a été ton actu cette semaine et qu'est-ce que tu vas faire Il s'est battu avec Eh moi ben, écoute, déjà. Ouais, j'ai pas pu prendre l'aéroport là. Ah non, l'avion, je sais plus. Enfin bref. Non, bref, l'actu, c'était que je suis à la Grave actuellement, donc la traditionnelle station de repli de l'été De l'éducation déboulé. nationale. De l'éducation nationale. J'aimerais exactement. tellement être avec toi, puisque, rappelons-le, il y a 2 ans, on avait monté jusqu'au doigt de Dieu. Ouais, Non, jusqu'au refuge de l'aigle. Jusqu'au refuge de l'aigle. Au Voilà. pied du doigt de Dieu. Ouais. Exactement. Au pied du doigt de du coup, Dieu. là. C'est pas mal ça. Exact. Mm. Eh oui, L'orteil, le pied quoi. du doigt de Dieu. Si tu veux, quelque part, il y a un peu de ça de l'idée. Et non, là, du coup, on s'est préparé doucement avec mon paternel pour aller faire une course sur
sur le glacier de la Girose, en fait, qui est situé au pied de la Meige, pour après redescendre en fait sur un refuge qui s'appelle le refuge de la Selle. J'y suis pour rien, il s'appelle comme ça. Et après, qui sont comme ça. voilà. Alors ça, je ne sais pas. Je vous dirai ça si jamais je reviens. Et l'idée, c'est qu'on va remonter sur une montagne qui s'appelle le Râteau Ouest, mais on va remonter pas par la voie classique, la voie normale. On va remonter par une voie en fait en escalade en fait le long de l'arête pour aller jusqu'au sommet. Voilà. C'est le programme des prochains jours. Donc si jamais, c'est peut-être mon dernier podcast parce que voilà. Rappelle-nous l'âge de ton père aussi. J'aime bien pas. Ah bah l'âge de mon père c'est 68 ans. Voilà. Donc voilà. Il est quand même assez balèze. Hein. À 68 ans, c'est un peu Crocodile Dundee, mais qui grogne comme Benjamin François. Mais oui, mais surtout qu'il y a 2 jours, il vient de faire ce qu'on appelle la traversée de la Meige. Donc en fait, il est parti avec le téléphérique, il a monté, enfin en gros le pied de la Meige, et il a fait le grand pic, et puis il a fait tous les pics de la Meige, y compris le doigt de Dieu, puis il est redescendu par l'autre côté. Quoi. Même en été, c'est quand même un chouïa dangereux, puisque bah, évidemment il y a des crevasses. Ah bah oui, surtout qu'il y a 2 jours avant son départ, il y a eu 2 morts en fait sur le. Oh merde. Sur le trajet qu'il empruntait, en fait un truc imprévisible, c'est-à-dire que il passe par ce qu'ils appellent les enfetcheurs. En fait, les enfetcheurs, c'est une espèce d'épine rocheuse entre 2 glaciers. Et à un moment donné, il y a un rocher qui s'est décroché. Merde. Et pour le coup, conséquence directe du changement climatique, c'est qu'en fait, dans ces genres de montagnes, chaque année, les glaciers reculent. Et du coup, en fait, tout l'amas de roches de la montagne tient parce qu'il y a la couche de glacier. Et puis, au bout d'un moment, quand le glacier recule, ça devient plus instable. Les roches se cassent. Quoi. Voilà, ça devient plus instable et les roches se cassent la figure. Et du coup, voilà. Donc voilà. Ah putain. Alors, juste petite parenthèse, tu veux pas enregistrer Super Ciné Battle 66 juste histoire d'être sûr, c'est ça. On est un plus en boîte. Et pour ma part, tu le sais, j'ai commandé le box Transformers. Je me suis dit allez, faut y aller. Et donc on va commencer à se remater Transformers de manière méthodique. C'est là que par l'argent du Patreon, c'est quand même un peu scandaleux. Alors, j'ai pris la version la moins chère possible. Et tu sais, en fait, il y a un truc très bizarre avec ces prix des box. C'est-à-dire que plus il y a de films et moins le prix devient élevé. Là, c'est 30 € pour le box Blu-ray de tous les films. Alors que t'as les 8 films de Fast and Furious. Donc, il y a de meilleurs films que dans Transformers. Bah oui, quand même. Ouais. Oui, bah oui. Et pour seulement 12 € de plus ou 13 € de plus. Quoi. Bah, c'est le prix gros. Donc, c'est le principe. Ouais, c'est qui que t'appelles gros là? Oh bah Vin, sans hésiter. Alors attends, on va parler d'un autre Vin bientôt. On va parler de Ving, mais le meilleur, le Ving Rhames. Ah mais c'est Ving. C'est Ving, attention. Et du côté de mon actu, je me suis enfin motivé à faire des colis, les fameux colis des jeux que je fais gagner. Si t'es si balèze à faire des cartons, pourquoi t'es pas venu m'aider? Alors, je suis pas mauvais à faire les cartons, c'est-à-dire à tout mettre dans des boîtes, mais alors à les ranger, putain, mais laisse tomber. Et du coup, après quelques mois de retard, là, j'envoie tous les jeux que n'empêche, je fais gagner des chouettes jeux. Et du coup, je me suis motivé, il m'est arrivé, et je l'avais mentionné dans un Super Ciné Battle, j'ai un peu, pas la phobie, mais j'ai un peu peur de la poste. À chaque fois que j'y vais, je vois des drames humains, je vois des gens qui s'entre-déchirent pour mettre des pièces dans une machine. Je vois des personnes âgées qui sont perdues et tout le monde est perdu. C'est aussi parce que j'étais dans un quartier où la poste était vraiment pourrie. Ouais, t'as revu le sketch de Danny Boone en fait. Il paraît. Et du coup, là, je suis allé à cette poste. Et là, au moment où je regarde les boîtes et j'essaie d'envoyer dans des colis les plus sûrs possibles, quand même, c'est du joli matos. Et là, le mec de la poste me dit: Monsieur Andreev, est-ce que je peux vous aider? Et là. Et là, j'étais scié parce que non seulement il est adorable, mais en plus, il m'a traité comme un client premium. Et premium de la poste, ça veut dire que t'es bien traité. Il sort de sa poche un truc en code barre, il te le fait payer on the spot. Enfin, vraiment, c'est vraiment traité comme au Japon, quoi. C'est vraiment. Donc, la poste dans des conditions premium, j'aime bien. S'il y avait un abonnement, je le paierais. Mais comment t'es devenu qu'est-ce qui a fait que t'es devenu premium? Comment le mec a su comment tu t'appelais déjà? Bah, et c'est un auditeur. Ah, bah oui, mais ça, tu l'as pas dit. Ah pourquoi il m'aurait reconnu? Mais si tu rates la moitié de l'histoire... Moi, je veux rien insinuer, mais moi, avec mon intelligence supérieure, j'ai compris au moment où Daniel l'a dit. Hein, donc voilà, c'est ce qui s'appelle l'implicite, Benjamin. Il y en a un qui suit. Il y en a un qui est directeur, je te l'ai invité.
Voilà. Il y en a un qui suit dans les deux. Voilà. Après, c'est tout. Je ne fais que remarquer. Hein. Et bon, là, je suis en train de préparer déjà les prochains envois. Je fais quand même gagner un jeu Néo et quelques autres petits collectors. Et d'un autre côté, je suis en train de préparer aussi une randonnée. Ça fait longtemps que j'ai pas randonné. Je me prépare psychologiquement. Je prépare aussi mon sac. Il y aura un peu d'altitude. Donc, je vais aussi monter Super Ciné Battle 65 très très vite pour qu'il existe avant. C'est l'émission à risque en fait. Voilà. Voilà. Et du côté mini actu, je viens juste de poster la vidéo de Dark Souls que j'ai faite. C'est-à-dire, c'est moi qui crie beaucoup contre Dark Souls. Et c'est 10 minutes d'insultes non-stop et de moi qui vocifère contre un jeu que j'ai déjà fait. Et en même temps, tu vois, plus tu le fais et moins j'ai l'impression de maîtriser. Voilà pour côté actu. Si on passait à Moustache. Oui. 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 Oui, Ouais. tout le monde est d'accord. Your mission. Should you choose to accept it? I wonder, did you ever choose not to? The end you always feared is coming. And the blood will be on your hands. The fallout of all your good intentions. You had a terrible choice to make in Berlin. One life over millions. And now the world is at risk. This is the CIA's mission. If he had held on to the plutonium, we wouldn't be having this conversation. His team would be dead. Yes, they would. That's the job. Mission Impossible Fallout, c'était le blockbuster qu'on attendait le plus selon notre classement. On vous renvoie sur le podcast d'After Eight qui parlait de tous les blockbusters. Et celui-là, on le sentait. Il y avait Christopher McQuarrie à la réalisation, au scénario. Il y a Tom Cruise, il y a surtout Henry Cavill qui fait des petits mouvements de bras dans des toilettes publiques. Tout était là. Et je vais vous laisser parler, les gars. Benjamin, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, je pense que c'est le meilleur blockbuster que j'ai vu cette année. Je pense que c'est le meilleur blockbuster que je verrai cette année. C'est aussi le meilleur blockbuster que j'ai vu depuis un paquet d'années. Et voilà, je l'ai vu je l'ai vu 2 fois. Voilà, je l'ai revu hier soir, histoire d'être vraiment prêt. Et puis, je voulais vérifier que je n'étais pas enthousiaste juste parce que la première projection, je l'ai vue en 4DX. Donc avec le siège qui bouge, avec l'air qui te passe à côté du visage quand il y a une balle de revolver, enfin toutes ces choses-là qui rendent le film vraiment assez intense, surtout sur la fin, hein, où le siège il remue tellement que tu sors de la salle, t'es exténué. Mais donc voilà, je l'ai revu hier dans une salle un peu plus normale, en Dolby Atmos quand même, parce que fallait que le son pète un petit peu, surtout sur la fin, une fois de plus. Et non, ça reste un excellent film, un excellent blockbuster, et ça se positionne comme étant mon Mission Impossible préférée, voilà, à l'aise, tranquille. Alors, tu penses que ça sera le meilleur blockbuster de l'année ? Je te rappelle qu'il y a encore quand même quelques blockbusters. Oui, c'est vrai qu'il y a encore Robin des Bois, je sais, merci Daniel. Venom, Robin des Bois. Oui, puis t'oublies Ready Player One aussi, attends, Benjamin. Et puis Aquaman. Gunm, dont j'ai vu la bande-annonce au cinéma, et mettre sur grand écran les gros yeux, ça va toujours pas, hein. Donc non, c'est peut-être celui dont je suis le plus optimiste, hein, tu sais. C'est peut-être celui qui sera le moins raté de tous ceux qu'on a cités, ouais. Mais écoute, on verra bien. Mais pour l'instant, moi, je suis assez confiant que Mission Impossible Moustache va être le meilleur blockbuster de l'année. Et toi, papa, est-ce que ça a été une bonne expérience de cinéma en sachant quand même qu'il n'y a pas Jeremy Renner et je sais qu'un film sans Jeremy Renner, toi, alors voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça a tout gâché. J'allais dire que Jeremy Renner, ça peut se comprendre, était tellement occupé par le tournage de Infinity War qu'il n'était pas dans tu sais que Mission. c'est pour ça qu'il c'est l'explication officielle, oui. Mais je sais en plus, c'est pour d'où la remarque, quoi. Et alors, tu veux savoir une anecdote ? Alors, parce que avant le podcast, je me suis enfariné tous les podcasts dans lesquels McQuarrie a parlé. Et McQuarrie, c'est une diarrhée verbale. Il peut parler et en plus, c'est passionnant. Il a vraiment un point de vue sur le cinéma, il a un point de vue sur son cinéma. Et à un moment, on lui a dit, bon alors, qu'est-ce que vous avez fait pour Jeremy Renner ? Parce que et alors il dit, bah écoutez, il était lié par contrat avec Marvel. Il y était par contrat qui n'a servi à rien finalement. Ah si, ça a servi. Parce que ils ont tourné le 1 et le 2 simultanément, donc il sera dans la suite de Infinity War.
Mais le truc rigolo, c'est qu'il lui a dit, bah écoute, à l'époque, je voulais que Fallout commence par la mort d'un des mecs. Et alors, en général, quand il y a un personnage de l'équipe qui doit Jeremy mourir, Renner, quoi. non, tout le monde se tourne vers Ving Rhames parce que c'est le noir. Et lui, il a dit, ah non, gars, je serai pas le noir qui va mourir en premier. c'est une vraie phrase de Ving Rhames. Et du coup, il a dit, écoute, pour 3 jours de tournage, et en plus un chèque, t'imagines, tu peux être le mec qui va mourir au début du film. Et là, il a fait, non, merci. Et voilà, c'est juste comme ça, il s'est dit, je vais pas être le pidiouf qui va mourir au début. C'est pour ça que, du coup, l'histoire s'est orientée plutôt vers des histoires de plutonium volé. Oui, voilà, donc plutonium volé. Donc, entre Jeremy Renner qui crève et du plutonium volé, je comprends que les enjeux soient exactement les mêmes, oui. c'est presque aussi dramatique, en Voilà. fait. Hein, c'est presque aussi on est presque dans la même dramaturgie. Non, mais alors, c'est vrai que dans celui-là, il développe, à la manière du 3e, encore plus la notion d'équipe et aussi presque de famille, puisque on va le voir, et on le voit dès la première scène. Il y a le retour de Michel Monaghan. Il y a cette notion de famille, et en fait, ça, c'était vraiment une demande du public, parce qu'on lui disait, mais comment il pourrait être avec Rebecca Ferguson s'il est toujours amoureux de Michel Monaghan, quoi. Il y a les gens qui s'intéressent aux Mission Impossible Verse. Ouais, mais tu veux dire qu'il y a des gens qui s'intéressent au scénario de Mission Impossible 3. Déjà c'est une news en soi. Sache qu'il y a des gens pour qui Mission Impossible 3 est le meilleur de la série. J'avoue, moi ça me dépasse. C'est le moins bien classé dans le Super Mission Impossible Battle. Parce que moi je les ai tous revus en famille pour me préparer, pour préparer déjà ma fille à la puissance de la moustache. Oh putain, on l'a dit en symbiose, c'était merveilleux. Ouais, t'as vu ça? Et sache que moi aussi je les ai tous revus, voilà, donc tu vois. Et même moi, pour histoire je me doutais bien que j'arriverais à comprendre le film, hein, c'est pas le souci, mais c'était juste histoire par plaisir de revoir un peu les trucs. Et le 3, vraiment, autant le 2 est nul, il a toujours été, mais le 3, vraiment, plus je le regarde et plus je déteste ce film. Il y a vraiment, je trouve que c'est un film qui est exaspérant, qui a vieilli, mais d'une force. C'est quand même l'épisode où on dit à J.J. Abrams, tiens, fais comme Jason Bourne, et puis le mec il est là avec sa caméra, oh le plafond, oh le ciel, oh merde, il est pas dans le cadre, et puis 2 heures comme ça, tu fais ok, laisse tomber, quoi. Bref, et pour revenir à Mission Impossible Fallout, écoute, oui, tu l'as dit, on le sentait bien, et je dois dire que j'ai pris quand même une bonne grosse claque de blockbuster. On l'a dit, on l'a redit sur l'épisode spécial de Super Ciné Battle spécial Mission Impossible, mais en fait l'implication de Tom Cruise et au-delà des limites du suicidaire dans ce film-là, il y a vraiment c'est presque un pantin à ce niveau-là, genre c'est vraiment le gars qu'on vient voir qui se pète la gueule, quoi. Et c'est fou parce que en fait c'est un truc que j'ai retrouvé là avec ma fille, c'est que à certains moments elle se retourne vers toi puis elle me fait, mais là il l'a vraiment fait ou pas? Et la dernière fois qu'on a vu ce genre de discussion, c'était quand t'as regardé un Jackie Chan, tu vois. Ah, donc ça veut dire que l'effet recherché... Et l'effet recherché fonctionne vraiment à fond la caisse. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que, contrairement à plein d'autres films d'action, c'est que l'approche de Macquarie dans l'action est vachement variée. Par exemple, tu prends la scène de poursuite dans Paris, en fait. C'est une scène de poursuite où il y a très très peu de carambolage. En fait, c'est surtout du pilotage, de la précision, du placement, de la sensation de vitesse. Moi, le plan qui m'a rendu ma boule dans le film, c'est quand t'as Rebecca Ferguson qui est sur sa moto et qui traverse l'allée avec les piliers, et la sensation de vitesse qu'il y a dans ces 2 plans, parce que c'est filmé en 2 plans, un latéral, un derrière, tu vois, en termes d'impact visuel, ce type-là vraiment sait comment adapter son langage cinématographique pour donner à l'action le plus grand impact possible, quoi. Et tout le film est comme ça, et c'est super varié, quoi. C'est incroyable. Et le son joue beaucoup dans cette scène des arches, justement, parce que je m'en suis encore plus rendu compte hier. Tu entends vraiment le vrombissement de l'air à chaque fois qu'elle passe à côté d'une arche, ça fait et ça t'oppresse. Ouais, c'est hyper impressionnant, quoi. Et et je trouve, alors il y a eu des critiques sur le score, enfin sur la bande son, et après l'avoir revu, j'ai fait un peu plus attention au son, et franchement, je la trouve pas si mal que ça, cette bande son, surtout lors de l'attaque du convoi, où la musique te met vraiment une pression assez incroyable. C'est franchement, je trouve pas le boulot de ArcelorMittal qui s'en est occupé, c'est pas si mauvais en fait. En fait, mais c'est intéressant que t'en parles, parce que justement, tu parles de la scène du fourgon, et pour moi, il y a vraiment, en fait, il y a pratiquement 2 films en un, c'est-à-dire que après Londres, en fait, le film devient autre chose que ce qu'il est tout avant. Et en fait, avant, tu remarques effectivement, on est beaucoup plus dans
dans la projection. Enfin, il y a beaucoup de scènes où l'action est dans la projection, un temps mort, on reprend. Enfin, il y a vraiment alors que la fin, c'est une locomotive. La fin, c'est une locomotive. C'est genre ils appuient sur le bouton start, le truc ça part, ça s'arrête jamais. Pas, ouais. Alors que toute la première moitié, c'est au contraire, on joue vachement sur les contretemps. Et à ce moment-là, effectivement, autant la musique sur la fin, bon bah elle fait un peu du remplissage, je trouve. Autant effectivement sur ces moments-là, par exemple le moment où Tom Cruise se projette le plan excellent silence. Oui, voilà. Tu vois le moment, t'as vraiment des moments comme ça où tu restes dans de l'action, mais c'est sur un tempo qui est complètement différent et qui change en fait par rapport à ce que tu t'attends. Et qui fait que justement le film a cette fraîcheur là qui est de renouvellement. Et c'est pareil au niveau de la musique, t'as des moments où justement je trouve là où il réussit le mieux effectivement, c'est dans les moments de calme ou de suspense pur en fait, et là où s'exprime le mieux quoi. Si tu veux être très spécifique, Macquarie justement en parlait dans ces différents podcasts. Je pense, je recommande, donc c'est les podcasts de Empire. C'est des podcasts qui font ça fait 5 heures de conversation avec Macquarie. Donc un épisode de Super Ciné Battle donc. Voilà, exactement. et il expliquait que la musique était déjà composée pour cette séquence. En fait, ils avaient la musique en tête. Et en fait, ils ont enlevé tous les bruitages et tout le reste. Parce que du coup, s'il y avait du coup les bruitages, les gens, le public aurait cru que on a essayé de nous berner, alors que c'est pas le but de la manœuvre en fait. Et le fait tu vois, le fake out parfois ça déçoit le spectateur justement, et c'est pour ça qu'il avait utilisé cette musique qu'on entend aussi au début, le moment du mariage, c'est la même musique, la petite scène, l'espèce de rêve. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant avec Macquarie, je pense, plus globalement sur ce film, et même on le voyait déjà dans Jack Reacher. C'est quand même un gars qui a une certaine idée de la narration, en fait. Le film dure 2h30, et évidemment, tu pourrais le ramener à 1h30. Tu fais l'évasion en 1 seconde et demie, ou tu fais des astuces, justement, comme dans Mission Impossible 3, tu sais, ils attendent le fameux MacGuffin, et puis finalement, hop, il ressort en courant, quoi. Et non, il y a vraiment un truc de l'ordre de la narration où il se pose des questions de pourquoi on fait ça, qui peuvent paraître débiles à la rigueur, tu sais, ça fait quand même la 6e fois qu'on vole du plutonium aux Russes. Et en même temps, je trouve ça assez très très cohérent comme cinoche. Bah oui. Oui, tout à fait. Mais oui, non, mais c'est vrai que on est sur un univers cinématographique qui, enfin, tu prends le précédent Mission Impossible, tu prends Jack Reacher, tu prends Way of the Gun. Enfin, voilà, ce type-là a vraiment une approche effectivement, comme tu dis, de la narration, de l'action, et la façon dont les personnages s'expriment à travers les rebondissements. Enfin, il y a vraiment un truc très cohérent. Moi, le seul truc en fait qui m'a un peu dérangé dans Mission Impossible Moustache, c'est que on rentre dans le c'est la première fois en fait que la psyché de Ethan Hunt est autant expliquée. Parce que c'est vrai que ça explique. Oui. C'est-à-dire que vraiment, on va dire, oui, c'est sacrifier une vie, sacrifier 1 million, pour lui, c'est la même chose, etc. Enfin, c'est la première fois qu'on s'attache autant au personnage, parce qu'en fait, si tu regardes tous les autres, en fait, la personnalité d'Ethan Hunt, elle est. Bon, bah, c'est un gentil, quoi. C'est un carton, quoi. Voilà. Et là, en fait, on est sur un truc où il donne plus d'épaisseur, donc pourquoi pas. Moi, le problème, c'est qu'à côté de ça, t'as d'autres dialogues qui, je trouve, forcent un tout petit peu. Par exemple, quand Ving Rhames parle à Rebecca Ferguson de Julia. Je trouve que la séquence en fait un peu trop. Enfin voilà. Et pareil, à un moment donné, quand il monte dans l'hélicoptère, t'as littéralement 5 plans de personnages qui vont dire quoi, t'es dans un hélico, tu vois, genre voilà, c'est ce genre de truc. Et c'est l'équipe, hein. Oui, non, c'est ça. Mais genre, on voit bien que le mec pilote son hélicoptère comme un grand d'un mètre 70. Enfin, tu vois, il y a 2-3 trucs qui sont un peu trop au niveau des dialogues, à mon sens. Alors, je suis globalement d'accord sur toute la scène, qui est une pure scène d'exposition entre Ving Rhames et Rebecca Ferguson, où il explique voilà, qu'il y a 2 personnes pour qui Ethan a vraiment eu des sentiments sérieux, et la première c'était Julia. Et évidemment il dit pas qui c'est la deuxième, mais tout le monde comprend. Oui, bah ça, oui, voilà. Mais je vois ça comme une tentative de petit peu filer du background au personnage de Julia pour les gens qui auraient pas vu le 3 ou qui l'auraient complètement oublié. Oui, je pense qu'il y a de ça aussi, évidemment. Complètement oubliable. Et il faut pas oublier que tout le monde n'a pas vu tous les films. Le film doit être regardable par les gens qui connaissent pas, même s'il y a beaucoup de MacGuffin, de clin d'œil et de choses comme ça. Ce que je comprends dans ce que dit papa, c'est que finalement cette explication, elle vient assez tard, parce que Julia, tu l'as déjà vue 2 fois dans le film sans savoir qui elle est, si tu n'as pas vu le 3, et donc là l'explication de Ving Rhames, bon, elle arrive
Un peu tardive, elle est peut-être un peu longuette aussi, mais globalement, bon, Oui, c'est vrai c'est un que- peu appuyé en fait. Ouais. C'est ça, c'est un peu appuyé. Enfin, c'est. Moi, je trouve ça bien quand les personnages ils arrivent à exprimer quelque chose et un peu de raconter des trucs. Il y a, si tu veux encore, puisque je suis la soupape à anecdote de Macquarie, tu vois, bon, spoiler, il y a un personnage qui meurt et donc le personnage de Ving Rhames, Luther, il le voit, il dit mais attends, mais le mec, je lui ai parlé 2 fois en 4 films. Je vais pas être triste pour lui. Et là, t'as Macquarie qui fait écoute, tu vas pas être triste pour lui, tu vas être triste parce que Ethan vient de perdre un ami. Et c'est ça que tu vas communiquer. À la Conan. À la Conan. Un peu à la Conan, ouais. C'est un Cimérien, il ne pleure pas, alors je pleure pour lui. D'ailleurs, Rebecca Ferguson aussi, c'est la même chose. Elle dit ben non, mais moi je le connais pas. Elle dit non, imagine que tu as de la peine pour une des personnes qui compte le plus pour toi, et là, elle s'est mise à chialer. Là, il a fait non, là, tu vois, t'en fais trop. Bah après, en Et y a- plus, quand y tu a vois un- le film, dans elle le voit quasiment pas, quoi. Elle est pas avec eux à ce moment-là, elle est de l'autre côté. Ouais. Donc, Oui, alors, elle l'aperçoit de loin en voilà, fait. ouais. Ah, il y a une des raisons qu'il n'a pas expliqué, mais qui explique aussi pourquoi elle est souvent hors cadre ou hors jeu, ou un peu, c'est un peu le loose cannon, tu sais pas trop ce qu'elle va faire. C'est que au moment de filmer ce film, elle était enceinte de 7 Ouais. mois. Et là, quand même, ouais. Et que tu penses que sa dernière scène, c'est la dernière scène de la baston, Oui. et qui est un peu violente, quoi. Putain, je me dis, mais putain, la beauté du cinéma, quoi. Oui, après, Ah, effectivement, elle c'est pas Tom Cruise, je pense qu'elle avait quand même une double cascade, donc qu'il y a énormément de passages baston où c'était pas vraiment elle, mais... Ah, il y a clairement, même si Henry Cavill, il donne de ça. Ah Alors, oui, Henry Cavill, il donne moustache. Faut qu'on parle de moustache. Il faut qu'on parle d'Henry Faut Cavill. faut parler qu'on Il faut qu'on parle de la Faut parler moustache dans le moustache. magasin de porcelaine. Il y a juste un truc qui m'a marqué, c'est que Henry Cavill, c'est un gentil garçon et il veut bien faire. Et quand il s'est entretenu avec Macquarie pour obtenir le rôle, il lui a fait la chose que je veux vraiment pas, c'est décevoir les gens. Et tu sentais, et il a dit que, enfin, il s'est dit à demi-mot, mais tu sens qu'il est traumatisé par Batman v Superman. et que tout le monde lui a fait caca dessus. Et qu'il est vraiment traumatisé. C'est vrai, un gros traumatisme, quoi. Tu sens que DC Universe, partage avec nous. ils ont brisé toute une génération d'acteurs qui sont pas mauvais. Henry Cavill en premier lieu. Et il a dit, je veux pas décevoir les gens. Et donc, là, je vais jouer un connard. Mais je veux pas que, justement, les gens s'attendent, finalement, ça va être son copain à la fin. Il dit, non, je vais te jouer comme un connard. Et je trouve qu'il le fait vraiment bien. Il joue le connard, mais génialement bien. En plus, il est tellement. Enfin, en fait, ce qui est génial, c'est que. arrogant, c'est incroyable. Il est orgueilleux. Il est giga arrogant, et je pense que justement, cette moustache, en fait, cette espèce de moustache de Yankee sur son visage d'anglais, je pense que c'était vraiment l'astuce visuelle parfaite. Parce que moi je me rappelle le dialogue avant le saut, le saut en parachute. Mais même juste à l'atterrissage, le dialogue est fou aussi. Oui. le saut en parachute que Tom Cruise d'ailleurs a fait pour les besoins du film. 106 fois. Oui, parce que finalement ils sont aperçus que c'était compliqué à faire. Non, mais surtout en plus, pour parenthèse sur le saut, c'est que quand tu vois le cadrage, en fait, la façon dont c'est filmé, avec la caméra qui recule et le plan, la façon dont il est cadré à la fin, c'est oufissime. Quand tu le revois, tu fais. C'est du plan parfait, quoi. Oui, c'est un plan parfait en termes de précision, d'équilibre, de cadre et tout. Enfin, c'est ma boule d'avoir obtenu un tel résultat. En dur, quoi. Et en faisant un Halo Jump. Alors c'est pas juste un saut en parachute, les amis, c'est parce que un saut en parachute, on en a vu dans Moonraker. Il y a genre c'est à la portée de n'importe qui le saut en parachute. C'est un Halo Jump, c'est en haute altitude, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle en français une chute opérationnelle. Tu peux pas t'empêcher de te demander quand même, est-ce que c'était vraiment nécessaire que ce soit Tom Cruise qui fasse les 106 sauts? Mais en tout cas, ça fonctionne. Alors, et c'est pour ça qu'ils ont éclairé le casque. C'est pour qu'on voit. C'est pour que ce soit lui, mais bien sûr. Parce que sinon, les casques ils sont pas éclairés. D'ailleurs, tu vois qu'Henry Cavill, en fait, au moment de la chute plus tard, son casque est dans la buée. Alors, il y a une raison scénaristique, mais je pense aussi que c'était fait pour. Voilà, c'est bon. Voilà. Et je reviens au dialogue avant, c'est que le dialogue, en fait, où ils discutent de leur méthode, de leur façon d'approche, et puis t'as Henry Cavill qui parle des masques, qui le regarde, il fait franchement, c'est compliqué. Franchement, non, mais il dit, ouais, votre plan, c'est alambiqué pour rien, puis c'est conneries, sur qui ça marche aujourd'hui, tu vois. Voilà. Et justement, voilà. Il était dans le méta-commentaire du film. Il y a des moments où ils se disent, ah putain, c'est trop compliqué. Déjà, Tom Cruise, par principe, on lui dit une information, et il est là pour dire, t'es sûr qu'il faut que je saute? Et il est toujours dans la mauvaise, genre, c'est un gars bien, mais qui fait toujours le truc le plus risqué, entre guillemets, la plus mauvaise décision.
c'est ça aussi qui fait l'ADN de la série, à mon avis. Bah oui, et puis l'ADN de la série, c'est aussi l'improvisation, mine de rien. C'est un truc qui avait été beaucoup mis en avant dans Rogue Nation, le numéro 4, quand tous leurs gadgets foiraient, où ils étaient obligés d'improviser au fur et à mesure. Ghost Protocol, le numéro 4. C'est Ghost Protocol, pardon. Ghost Oui, Protocol. le 4, Rogue Nation, c'est le 5. Alors, attends, je veux finir. Ouais, vas-y. Et c'est parfaitement mis en valeur par ce dialogue complètement fou dans les toilettes. Après donc la baston aux moustaches, il sort ses muscles, et où il y a Ethan qui dit bon bah maintenant on va espérer qu'elle sache pas à quoi ressemble le gars qu'elle devait rencontrer, parce que je vais y aller à sa place. Et Cavill qui fait non mais l'espoir c'est pas un plan. Et Rebecca Ferguson qui le regarde, qui fait tu dois être nouveau toi. Et ça, mais voilà, ça résume complètement l'esprit de la série, et c'est ça qui est génial, je trouve. Et tu parles de moustache et de Walker. D'ailleurs, il s'appelle Walker en plus. Il se présente 2 fois, et les gens ils disent rien à foutre. C'est ça. quand Ferguson lui met un vent justement juste après ça, c'est incroyable. Elle lui fait de rien. Mais alors, je veux revenir sur le coup de la moustache, parce que ça y est, j'ai enregistré en détail, j'ai recoupé les informations. Parce qu'il y a un détail qui me fait rire dans cette histoire de moustache, que maintenant tout le monde connaît. Bien sûr. Rappelle-le quand même. Rappelle-le quand même. Il a sa moustache au début de Mission Impossible. Ils disent le look est super, on le garde. Entre-temps, Justice League, il doit faire des reshoots. Chuck Roven, le producteur de Justice League, appelle Macquarie et la production, ils lui disent écoutez, Jack Myers et Macquarie, ils lui disent bah écoutez, il nous faudrait Henry Cavill, mais sans moustache. Et alors là, ils disent ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend Henry Cavill, on le rase, et vous rajoutez en image de synthèse de la moustache. Là, ils disent non. Ils disent, tu vois comment c'est dégueulasse. Ils disent, vous t'imagines sur tous les plans où Henry Cavill il est dans notre film, on va en chier. En plus, t'imagines avec les mouvements d'hélico et tout ça. Ils disent non. Et alors ensuite, ils disent une autre truc de production. Ils disent, bah écoutez, combien ça coûterait à enlever la moustache si on vous le prête en image de synthèse. Et eux, ils disent, bah ça coûterait 3 millions. Et il le dit, hein, il a avoué le chiffre 3 millions. Ils disent, ok, ça coûte 3 millions, alors ce qu'on peut faire, pour vous faire plaisir, vous nous donnez 3 millions, il se rase la moustache, on vous le prête, et le temps qu'on a fait la pause, et bah, la moustache, là, tout d'un coup, bah, ça va repousser d'ici là. Et ils allaient pour ce plan, parce qu'ils avaient l'air de, genre, ils étaient entre copains, quoi. Et là, il y a la production, c'est Paramount. C'est Paramount, et ils font, wow. Non, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va garder sa moustache. Et les autres se démerdent. Et vous démerdez. Et ça, c'était avant qu'il se casse la jambe. Tom Cruise. Parce que t'imagines, ils auraient pu magouiller un truc. Oui, complètement. Parce que ils ont stoppé le tournage pendant 6 mois, ouais. La production du film a complètement changé le temps de... Ils ont réécrit le film. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça qu'on a hérité du meilleur mème de Super Ciné Battle, j'ai envie de dire. Ah bah oui, non, du meilleur mème de Papa. Cette moustache invisible dans le Justice League, c'est peut-être la raison d'être du film, en fait. Je crois que j'ai envie de me regarder Justice League, mais ensemble. Ah ouais, non, mais rien que pour ça, ouais, ça vaut le coup. Donc voilà, vous connaissez toute l'histoire de la moustache. Putain, Alors, mais ce que j'aime bien, c'est on vous file de l'argent pour faire une pause. Jusqu'ici, on n'a pas spoilé. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'ajouter ? Je sais pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'ajouter franchement. Non, je pense pas que ce soit nécessaire. Non, il n'y a pas grand-chose à divulgacher, parce qu'en plus, pour ceux qui ont vu le trailer, globalement, tu comprends toute la trame du film. Oui, et puis il y a un twist sur un des personnages que tu comprends au bout même pas 1 heure de film, parce que voilà, c'est mis de façon évidente. Je pense que leur objectif n'était pas d'en faire un super secret. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense même au contraire, en fait. Moi, je pense qu'au contraire, ils en ont joué dans le sens où, si tu regardes bien la façon dont est filmé le personnage en question, en fait, je pense qu'ils étudiaient au contraire la façon dont ce mec essayait de se sortir de ce guêpier-là, de sa double identité, avec le bordel qui se crée autour de lui. En fait. Je pense que ça rend le passage où il se fait blouser plus compréhensible pour le spectateur. En fait, le fait que le spectateur sache déjà s'y attendre, voilà, ça le rend. Ouais, et je pense que c'est ça. Je pense que si tu regardes bien la façon dont c'est filmé, notamment les inserts sur ses réactions, les choses comme ça. Tu comprends qu'en fait, Macquarie filme exprès le personnage dans la situation, genre, lui, il avait... Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que le mec, il a un plan, et puis en fait, le plan, le problème, c'est qu'il tombe sur Ethanon, qui, effectivement, improvise les trucs les uns après les autres, et à chaque fois, c'est des trucs complètement maboules, et tu te demandes comment est-ce que le mec va pouvoir s'en sortir au bout d'un moment, quoi. C'est aussi ça l'idée qu'il y a derrière. Je pense que c'est complètement voulu, quoi. Je voudrais, puisqu'on
c'est pas mal exprimé sur le film. J'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous voyez pour un nouveau épisode ? Rebecca Ferguson en chef d'équipe. C'est ce que la France Voilà. veut, c'est ce que J'allais c'est le ce qu'on dire. veut tous. Je veux Ethan Et- Hunt qui prend sa retraite ou qui prend une balle pour elle et Rebecca Ferguson en chef d'équipe parce que voilà, il est temps quoi. Elle est incroyable. Elle a une patate. Alors quand elle sera plus enceinte, elle aura certainement plus les moyens de faire des cascades elle-même. Mais ouais, déjà rien que celui-là, elle est moins mise en valeur que dans le 5 évidemment. C'est ce que j'allais dire. Mais- Moi, c'est peut-être la déception du truc, c'est que je continue de préférer le 5. Mais c'est peut-être justement parce à que- cause de la grossesse de l'actrice qu'ils n'ont pas Ouais. pu justement lui faire Et faire autant parce de que choses qu'ils voulaient. Effectivement, parce que son personnage dans le 5, je le trouve vraiment extraordinaire en fait. Elle est légale et- d'Ethan pour moi. elle est vraiment légale d'Ethan Ouais, elle a Hunt. été présentée comme ça. hein, Voilà. c'est vraiment... Et là, elle effectivement, le sauve au moins 2 fois dans ce film. oui, Ouais. puis en plus, ce qui est génial, c'est qu'elle a une signature corporelle. En fait, si tu regardes bien le 5, quand je l'ai revu, en fait, tu regardes que la façon qu'elle a de bouger dans le film, en fait, la façon qu'elle a d'interagir, enfin, elle a vraiment une signature corporelle qui lui est propre, en fait. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a été construit aussi dans l'action et dans le mouvement. Il y a vraiment un truc qui est super bien étudié dans Rogue Nation et qui, du coup, forcément, comme elle était enceinte et que sa liberté de mouvement était, même si il y a des comment ça s'appelle, il y a des réminiscences effectivement de Rogue Nation dans Fallout, c'est moins présent du coup, mais je continue de préférer le 5 parce que le personnage de Rebecca Ferguson est plus fort dans le 5 et que du coup cet équilibre fonctionne vachement mieux. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que tu sens qu'ils n'ont pas pu l'utiliser autant qu'ils auraient voulu dans celui-là et c'est bien dommage. Mais ce que tu dis sur le mouvement, c'est tellement vrai dans le 5 avec sa démarche quand elle arrive à l'opéra avec sa robe jaune. Exactement, ouais. Incroyable. Elle a une démarche folle. Et oui, donc je veux Rebecca Ferguson, chef d'équipe. Mais moi, je veux surtout Christophe McQuarrie. Ah, bien sûr. Il doit, Ah, oui, bien bien sûr. Il doit faire sa trilogie, là. C'est bon. Je là. veux un 7ème avec Christopher McQuarrie aux commandes, bien sûr. Surtout qui aurait les reins pour reprendre. Pour passer derrière. Ouais. Non, mais c'est ça aussi. C'est qu'en fait, en termes de réalisateurs de films d'action actuels dans le cinéma américain, il y a personne qui peut s'asseoir à sa table. Enfin, honnêtement, le type, il a mis la barre haut et surtout, alors, c'était d'autant plus vrai dans Jack Reacher. Il passe en fait, si tu regardes bien, il passe son temps finalement à dire que un certain type de cinéma à la Belmondo presque, parce qu'on est vraiment dans ce trip-là, n'est pas mort. La preuve, tu vois, je pense que c'est pas innocent qu'ils font la poursuite dans Paris avec une BMW vintage. C'est qu'à un moment donné, ils voulaient retrouver ces sensations, comme dans Jack Reacher. À un moment donné, t'as la poursuite entre la muscle car de Tom Cruise et la voiture super moderne des méchants, et quand t'as les plans de coupe sur les méchants, t'as pas un bruit parce que la voiture c'est une espèce de voiture électrique qui fait, et quand t'arrives sur Tom Cruise ça fait, voilà. Il passe son temps à dire, regardez ce type de cinéma qui vous en met plein la vue, dans lequel vous vous sentez en danger pour les personnages, existe encore, on peut le faire, et regardez ce que ça donne, quoi. Tu sais que pour cette fameuse course-poursuite dans les rues de Paris, il a cité comme influence le court-métrage de Claude Lelouch qui s'appelle C'était un rendez-vous. Oui, tout à fait, ouais. Et tu peux voir un lien de parenté. Et il y avait un sujet sur lequel je voulais venir, et je sais que papa, toi, tu es véhément sur le sujet. Qu'est-ce que ça te fait qu'il se téléporte de l'Opéra à l'Arc de Triomphe? Non mais ça moi, suffit. Non mais c'est comme a très bien dit un comparse de Benjamin François, c'est comme quand tous les journalistes ont vu The Newsroom débarquer et qu'ils étaient là scandalisés, qu'ils ont fait 1 milliard d'articles sur ce n'est pas comme ça que ça se passe dans une salle de rédaction. Alors oui, ce n'est pas comme ça que ça s'appelle de la fiction, et 2, à ce moment-là, si tu te rends compte que ça se passe pas comme ça dans ton corps de métier, pourquoi est-ce que tu n'es pas plus critique et regardant sur tous les autres corps de métier dont tu ignores tout et tu acceptes depuis des années le système de fonctionnement? Et là c'est pareil, c'est-à-dire que les mecs ils commencent à faire des articles ou à faire des trucs un peu sarcastiques, genre franchement passer de Rivoli à Montparnasse en un virage, n'importe quoi. Ça fait des années qu'ils bouffent des putains. Est-ce que tu crois que Julie Lescaut, elle le fait pas, elle? Non, mais ça fait des dizaines d'années qu'on bouffe des films avec des poursuites. Jamais ces mêmes mecs se sont posé la question si, à un moment donné, le plan de la ville correspondait à la poursuite qu'ils sont en train de regarder à San Francisco ou à Los Angeles, pour peu que ce soit filmé à San Francisco et pas à Vancouver. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme les mecs qui vont dire, ah ouais, franchement, New York 97 de Carpenter, j'adore trop New York, alors que en fait c'est filmé à Saint-Louis. Genre, ces mecs se sont jamais posé la question, qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier avec leurs articles de merde, genre oui, la course-poursuite est paréaliste. On s'en fout. Sans parler des courses-poursuites qui sont carrément tournées dans d'autres pays. Oui, quoi. mais non, voilà. Je veux dire, tu parles de Paris, Paris dans G.I. Joe,
on l'a dit dans Super Ciné Battle, le Paris G.I. Joe, il a été tourné à Prague. Oui, non, mais voilà, Tu vois, au bout d'un moment, voilà, c'est ce que tu veux. ce qui importe, c'est la cohérence interne du film et du montage. Et d'ailleurs, le montage de Fallout est un des meilleurs montages d'action qu'on ait fait depuis. Enfin, j'ai trouvé extraordinaire la façon d'utiliser d'utiliser les plans, d'utiliser les raccords, de mettre de la patate sans en faire trop. Enfin, c'est ça qui est génial, c'est que on est vraiment sur un montage qui est étudié au cordeau. Et pas mal de gens d'ailleurs on parlait de Fury Road en comparaison à Mission Impossible Fallout. Et moi, j'ai un problème avec le montage de Fury Road. Qui est que en fait c'est un montage hyper syncopé et de temps en temps il y a des trucs qui m'énervent beaucoup dedans, notamment l'utilisation des accélérés et des ralentis qui se fait un peu à la One Again dans Fury Road à certains moments. Et là on est sur un truc beaucoup plus posé mais beaucoup plus millimétré en fait. Et c'est encore une fois une réponse à un cinéma, enfin genre à ne serait-ce que Michael Bay qui sait pas enchaîner 2 plans correctement en respectant les raccords et les axes. Là on est sur un type qui te montre ça va super vite, c'est super impressionnant. Mais en même temps, tu te poses jamais la question de savoir qui est où, parce que justement, moi, je fais attention à mon montage. Il n'y a pas un seul ralenti dans Fallout. Pas un seul oui, ralenti. il n'y a pas un seul ralenti dans Fallout, ouais. Sans parler d'un truc, c'est que cinéma, c'est aussi tromper. C'est aussi jouer. C'est l'art du mensonge. C'est l'art du mensonge, bien sûr. Je veux dire, évidemment, il y a des scènes de course-poursuite que tu as vues, des milliards, où, évidemment, on joue sur le clair-obscur. D'ailleurs, il y a une scène de fusillade dans le noir, dans ce film-là. C'est fait aussi pour tromper. Et on te dit que c'est tourné à Belfast et c'est pas du tout Belfast. Enfin, le principe même du cinéma et du cinéma d'action, c'est l'efficacité et c'est ça. C'est pour ça que je trouve que ce film. Ouais, je suis pas sûr qu'ils aient tourné au Cachemire. Hein. C'est bon, non, alors c'est sûr, en Nouvelle-Zélande. Ils ont tourné en Nouvelle-Zélande et en Norvège en fait. Pour la bonne simple raison qu'en fait ils n'ont pas eu les autorisations de tourner au Cachemire et même mieux. Quand le film est sorti, comme ils avaient quand même utilisé le mot Cachemire, en fait, ils ont eu une interdiction de projeter le film dans la région. Donc voilà, comme quoi c'était vraiment compliqué de tourner au Cachemire. Ils ont fait des demandes dans plein de pays et aucun pays ne vous donnait l'autorisation pour tourner des trucs aussi risqués en fait. Et le seul qui leur a donné l'autorisation, c'est Nouvelle-Zélande. Donc ils se sont dit bah écoute, on va tout faire. Le camp de base là, il est en Nouvelle-Zélande. Oui, tout à fait. Ça, c'est les glaciers de Nouvelle-Zélande. C'est le village des Hobbits. Ouais. C'est ça. Con. Juste un mot, je l'ai revu moi aussi en 4DX. Moi, j'avais vu d'abord en IMAX et ensuite en 4DX. Alors attention, c'est pas du vrai IMAX en France. C'est pas du vrai IMAX. et donc, j'ai revu en 4DX. Et effectivement, c'est un film pas mal en 4DX. Mais quitte à saccager un film en 4DX, je pense que Transformers, et je parle pas de la qualité du film, hein, je parle de la qualité du côté montagne russe. Je pense que Transformers 5 était peut-être une meilleure expérience. Moi, plein de gens m'ont dit exactement l'inverse, que Transformers 5 était catastrophique en 4DX, avec des passages calmes où le siège remuait quand même et que ça les a dégoûtés de la 4DX. Donc il a fallu que je les convainque d'aller voir Mission Impossible en 4DX. Mais quel passage calme il y a dans un film mais je sais pas, moi j'ai pas vu le 5, je me suis arrêté au 4. La caméra bouge même quand elle est immobile. Même quand il filme un paysage, il y a des parallaxes. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que le siège bouge, si tu veux. Le principe de la 4DX, c'est que ça bouge quand l'action bouge, pas quand la caméra bouge. Mais là c'était chouette, il y avait la scène de boîte de nuit et le siège il faisait boum, boum. Et en fait, dans le cas de Mission Impossible Fallout, j'ai l'impression d'être sur un siège de massage. En fait. Non, mais oui, alors tu t'es bien fait masser pendant la scène d'hélicoptère, hein, du coup, parce que franchement, mais tu sais, c'est le film, on a commencé, ma femme avait un seau de popcorn, il était à moitié vide au bout de 10 minutes de film, elle en avait pas encore mangé, si tu veux, donc c'était... Ah non, je recommande, franchement, la 4DX, c'est une expérience. Après, si vous avez vraiment envie de profiter du film, vous pouvez le voir comme vous voulez, mais franchement, pour vendre la 4DX, c'est pas le plus mauvais film. Et puisqu'on parlait donc de ce qu'on voulait voir pour la suite, donc Rebecca Ferguson qui prenait la tête de la team, on est d'accord que Tom Cruise, 56 piges, là, il les fait pas du tout, que Mission Impossible, c'est quand même un véhicule pour vendre la marque Tom Cruise depuis le premier. Et, depuis la création, ouais. C'est ça, série. Vous pensez que la série va survivre sans Tom Cruise ? Alors, je sais pas si la série survivra sans Tom Cruise, parce que même qu'elle peut survivre sans Sean Harris. C'était un bon méchant, Sean Harris. Et il est encore en vie, il peut revenir.
Et justement, Oui. alors ma théorie, je trouve que c'est un super méchant. Enfin, c'est un méchant c'est un des méchants les mieux écrits L'Empire. de toute la saga. Avec sa façon Et de surtout, parler, on dirait effectivement- qu'il siffle comme un serpent et tout. Il fait vil, il Ouais. est top. Et je pense qu'effectivement, moi, mon souhait, enfin, je pense que Macquarie va conclure une trilogie autour du personnage de Salomon Lane, en fait. Bah, les apôtres, il y a je encore pense plein que- d'apôtres en liberté, donc le syndicat Voilà, ça. est encore actif, hein, donc il faut conclure. Je pense que voilà. Je pense que justement il est en train de tisser en fait une trilogie en devenir, en devenir pour et le syndicat va devenir le spectre de Mission Impossible quoi. Mais on était sur, on parlait de quoi juste On avant, parlait de est-ce que la série pourra de Sean Harris. survivre à une disparition de Tom voilà. Cruise. Est-ce que alors je ne pense pas, mais dans l'absolu, même si Rebecca Ferguson devient la chef d'équipe, je pense que le personnage de Tom Cruise restera dans la série, mais sera impliqué d'une façon différente. Effectivement, moi le vœu que j'ai toujours fait, c'est qu'il devienne le Jim Phelps, ouais. en fait, qui a toujours manqué parce que on a un ministre de la Justice qui vient, qui se fait headshot une fois sur 3. Là. Ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, à mesure que Tom Cruise n'est plus forcément en capacité de tomber d'un hélicoptère en plein vol sur 5 mètres comme il le fait là, qui devienne un espèce de personnage justement avec plus de recul et qui continue d'avoir une présence, mais qui soit une présence qui soit au niveau de l'organisation, qui soit plus un truc comme un peu une référence pour les autres personnages, ce qui continuerait de le mettre en valeur d'une certaine façon d'ailleurs. C'est sûr. Voilà. Parce que là, bon, il cavale, mais putain, 56 piges quand même, Pépère. Hein. Il y a un moment, ça va plus être possible, quoi. Qu'est-ce qui court Ah, vite mais il court, il me fatigue, moi. Moi, je le regarde courir et je suis fatigué pour lui. Et pour ma part, je vais dire que déjà, Mission Impossible Fallout a montré que la franchise pouvait survivre à un film avec Tom Cruise sans torse nu. Mais je me suis dit pareil. Je me suis dit, c'est la première fois qu'on voit pas ses abdos de 57 ans. Mais ils ont compensé avec Donc, la moustache. peut-être, c'est l'âge de la maturité pour la franchise. Donc, moi, je pense qu'il y aura vraiment un dernier épisode. Mais Henry Cavill, on le voit torse nu à un moment donné ou pas, non? Je sais Non, plus. non. Justement, c'est ça, oui, voilà, c'est ça. On on voit pas non personne plus. Ouais. torse nu dans le film, de mémoire. Hein. Non, si tu veux voir Henry Cavill torse nu, tu regardes Man of Steel. Non, mais ça va. Et il avait bizarrement, ça va. il a une moustache au début de Man of Steel. Il a une barbe. Il a une barbe, Il y a même une barbe au début Mhm. de Man of Steel. Quel bel homme. Bon, et peut-être qu'on le refera. Ils vont le faire revenir pour Mission Impossible le suivant, hein, on sait jamais. Ah, là, Alors, ça va être non, compliqué. alors, Là. j'ai vu Kingsman 2. Non merci, je n'en veux plus de ce genre de conneries. Ça, c'est bon, j'ai assez donné. How many times has Hunt's government betrayed him, disavowed him, cast him aside? How long before a man like that has had enough? Ethan, that's not who we are. Maybe we need to reconsider that. So, how is he? Oh, you know, same old Ethan. After Eight est un titre trompeur, mon cul, parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et bah écoute, place honneur à papa. Bah oui, bah écoute, tu parlais de Benjamin parlait d'un film à recommander pour découvrir le 4DX. Et ben moi je vais recommander un album à écouter en 4DX aussi. Si t'as envie à un moment donné de te faire secouer le bouti de façon très très forte. Non, mais sinon, si tu as des enfants, ils remuent ton fauteuil pendant que tu écoutes. Voilà, faut bien que ça serve à quelque chose, les enfants. Ah mais oui, voilà. mais c'est une très j'y ai jamais pensé, mais c'est une très très bonne idée. Enfin, en plus vu la taille de mes enfants, moi ils ont même pas besoin de fauteuil, ils peuvent me prendre à bras le corps et me secouer, ça marchera tout aussi bien. Et ben cet album c'est The Wolf Bites Back, c'est le dernier album des Orange Goblin. Donc Daniel, je pense pas que tu connaisses les Orange Goblin. Moi je connais le Green Goblin dans Spider-Man. Mais peut-être notre ami Benjamin François connaît-il ce groupe Je ne anglais. suis pas familier, mais je vais m'y pencher très fortement. Et ben écoute, voilà, groupe anglais qui est un groupe en fait de stoner metal, qui a sorti son album au mois de juin. Et voilà, du stoner metal, donc c'est du son assez lourd, on va dire, qui en met plein la tronche. Et c'est un groupe qui je trouve vachement intéressant parce que
ils ont eu un arc un arc de musical assez étrange, c'est-à-dire que vraiment leurs premiers albums, on est sur un truc qui est presque de la musique de biker, à tendance un peu bluesy, et c'est pas forcément trop mon truc. Et puis d'un seul coup, à la deuxième partie de leur carrière, ils sont tournés vers un son qui était au contraire plus, qui était moins, voilà, qui abandonne un peu le côté blues et qui prenait plus le côté métal et qui fonctionnait vachement mieux. Donc Benjamin, si tu connais pas, je te conseille vraiment l'album Eulogy of the Damned, qui date de 2012. Très bien. Et qui pour moi est vraiment leur chef-d'œuvre. Enfin, cet album, il est ma boule. Et en plus, il y a une chanson qui fait référence à un film de John Carpenter. Donc, ça a une double raison de bien aimer cet album. Mais là, The Wolf Bites Back, ils reviennent avec un truc qui t'en fout plein la gueule. Et s'il faut écouter qu'une seule chanson, c'est la chanson titre en fait, qui je trouve prouve encore que ces mecs en ont encore sous la pédale, balance du gros son et avec une vraie logique, pas mélodique, mais en tout cas une vraie logique de construction de chansons. Qui savent ménager qui savent ménager l'audience et qui savent vraiment envoyer la purée quand il faut. Et voilà, c'est un album qui m'a fait vraiment très très plaisir à écouter. Je connaissais pas très très bien le groupe en fait jusqu'il y a quelques semaines. J'ai redécouvert en écoutant Eulogy of the Damned. Et après, je me suis refait toute la discographie. Et ce dernier album, donc sorti au mois de juin, qui est vraiment très chouette. Mais tu vois, je suis surpris. Je pensais que tu allais recommander Idols, mais peut-être pour une prochaine reco du coup. Alors Idols, Divulgachage, ce sera ma recommandation du mois de septembre parce que j'attends le deuxième album qui sort le 31 août. Voilà. D'accord. Et à ton tour de divulgacher, Bungie. Alors, déjà, je tiens à dire que t'as dit After Eight, on fait pas que hater mon cul. On n'a pas parlé de Jack Reacher 2. On aurait pu. En plus, un de vos réalisateurs préférés dans Super Ciné Battle, donc mine de rien. Edward Zwick. Oui. Donc moi, je vais. Le dernier samouraï, donc dans épisode 63 ou 64 de 63, je crois. Je vais parler de Life is Strange Before the Storm, qui est donc le jeu que j'ai pris le temps de faire alors que je devais faire des cartons. Parce que j'avais beaucoup aimé le premier Life is Strange. Je pense que j'en avais déjà parlé longuement dans un After Eight. Et Before the Storm est donc un prequel, comme disent les Américains. Ça se déroule donc avant Life is Strange. Et ça raconte en fait l'amitié naissante entre le personnage de Chloé, donc qu'on connaît de Life is Strange, et de Rachel Amber, qui est la jeune fille qui a disparu et qui est un peu le MacGuffin de Life is Strange. On essaie de comprendre où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et là, en fait, on découvre donc son amitié naissante avec Chloé et son amitié est plus si affinité, puisqu'il y a moyen que ce soit un petit peu plus. C'est un jeu qui est développé par, je crois qu'il s'appelle Deck Nine, donc c'était pas un jeu développé par Dontnod, mais c'est toujours publié par Square Enix. Et ça respecte bien sûr la philosophie du premier jeu, même s'il n'y a pas de manipulation temporelle dans celui-là, puisque Max n'est pas présente, sauf dans l'épisode bonus qui fait suite donc aux 3 épisodes de Life is Strange Before the Storm. Et cet épisode bonus, c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué en fait, parce que Before the Storm est d'excellente qualité. Mais au final, tu sais un peu ce qui va arriver au personnage, donc c'est pas forcément là que ça va le plus t'atteindre, mais c'est très intéressant à suivre pour justement développer le personnage de Chloé, et c'est ce qui rend le personnage de Chloé si attachant et si fort pour la suite donc dans Life is Strange. Mais cet épisode bonus de Life is Strange Before the Storm s'attarde sur le dernier jour entre Chloé et Max avant que Max parte, puisque c'est un des éléments scénaristiques du premier jeu. Max a quitté sa ville natale pendant plusieurs années puisqu'elle est partie à Seattle. Et en fait, là, elle revient et elle retrouve Chloé, qui était sa meilleure amie à l'époque, après plusieurs années sans se parler, sans contact. Et donc, l'épisode bonus narre ce dernier jour ensemble où ces 2 amis d'enfance vont finir par se séparer, malheureusement un peu malgré elle, puisque Max doit suivre ses parents qui déménagent. Et c'est ce fameux jour où se produit un événement extrêmement traumatisant pour Chloé, et donc qui en rajoute un peu. Et alors ça serait très facile de sombrer dans le pathos, mais c'est vraiment très bien fait et très bien écrit. Et ça m'a mis un coup au moral incroyable, et j'y repensais ensuite pendant plusieurs jours, et ça m'a vraiment remué les tripes. Et c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier Life is Strange, cette implication émotionnelle qui était vraiment très très forte. Voilà, là, ça m'a remis un coup droit dans les fields, et j'attends d'autant plus Life is Strange 2. Je sais qu'a priori, ça ne doit pas reprendre les mêmes personnages principaux, mais peut-être qu'ils feront une apparition, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Savoir qu'il y a un épisode gratuit qui a été distribué, qui s'appelle Captain, je sais déjà plus comment. Captain Spirit, voilà. Captain Spirit. Merci Daniel.
qui est censé être un prologue à Life is Strange 2. Donc je n'y ai pas encore joué, c'est un des prochains trucs que je dois faire. A priori c'est aussi plutôt bon dans son genre, donc voilà, si vous n'avez pas encore fait Life is Strange Before the Storm, et que vous avez apprécié le premier Life is Strange, n'hésitez pas, plongez-vous dedans parce que c'est encore de la bonne cam. Voilà. Eh bien, pour ma part, j'ai décidé de profiter de l'été pour refaire des jeux, c'est-à-dire des jeux que j'avais déjà testés ou j'avais déjà joué en grande partie. Et allez, 25 coup, Tales of donc. Non, plutôt des jeux qui sont sortis soit dans la dernière année, soit tu vois, au cours des derniers mois, pas trop remontés, et des jeux dont j'ai entendu du bien. Et du coup, j'ai une pile de vieux jeux auxquels j'ai déjà joué. J'ai commencé par Xenoblade 2. Dont j'adore la mécanique de jeu, mais par contre l'univers me laisse complètement froid. Ça n'a pas du tout été ma cam. Mais par contre, ce que j'apprécie dans le jeu, c'est que Nintendo a complètement updaté son jeu. Il y a vraiment beaucoup d'éléments en plus qu'ils ont rajouté au fur et à mesure des mois. Et je crois que pour un JRPG traditionnel, j'ai jamais vu autant d'ajouts en fait, une si grosse différence. Malheureusement, ça change pas les personnages. Et quand je vous dis les personnages et que j'arrive pas à les entraver, c'est d'un niveau vous imaginez même pas. Mais par contre, la mécanique était vraiment hypnotique. Mais je voulais pas évidemment recommander Xenoblade 2. J'ai aussi joué à Metal Gear Survive hier et je me suis dit non, ça c'est bon, c'est fini, le temps n'a rien arrangé. Mais il y a encore des joueurs dessus. Non, alors tu sais quoi, j'ai Daniel, attendu. est-ce que tu comprends le principe de recommandation en fait? Attends, j'y arrive, j'ai une recommandation à la fin. J'ai joué à Warframe qui m'a été recommandé par un camarade. Et du coup, parce qu'il m'a dit, écoute, le jeu a été complètement repensé au fur et à mesure des années. Not my thing. J'ai pas du tout Warframe. C'est une espèce de mélange entre Vanquish, entre Devil May Cry, enfin entre plein de trucs, mais avec du loot et dans l'espace, mais avec un design très un design de jeu gratuit quoi. Avatar, j'ai envie de dire. Donc Warframe, pas du tout ma cam. J'ai rejoué avec beaucoup plus de plaisir à Splatoon 2 et là je suis encore une fois ravi par ce que Nintendo fait, c'est-à-dire il y a énormément de maps en plus, il y a plein de nouveaux éléments, de nouvelles missions et tout ça gratuitement, hein, t'as pas de DLC, tout est gratuit et je joue que en multi à Splatoon 2, donc Splatoon 2 je me fais en général ma petite 45 minutes par jour pour essayer de récupérer un petit niveau. Et est-ce que tu gagnes? Parce que... Oui. Alors, non seulement je gagne, mais à chaque fois que je gagne et que le final est vraiment beau et que je suis un petit peu responsable du final, je l'enregistre et j'ai des petites vidéos sur ma console. Je pense que je ferai un petit montage de la win. Et j'ai non pas rejoué, mais j'ai regardé Detroit Become Human. C'est un jeu que j'ai commencé avec toi, Benjamin, quand tu étais de passage à Paris, et que tu as maintenant, papa, chez toi, puisque je te l'ai... Tout à fait, je l'ai chez moi. J'hésite à raconter ce que je vais dire, parce que j'ai regardé d'autres fins. Et honnêtement, si tu pensais que les robots placés dans l'arrière du bus comme une métaphore du racisme étaient forts de café, ce que j'ai vu était pire. Ce que tu m'as montré aussi, hein. Oui, c'est dégueulasse. Enfin, c'est vomitif. Et genre, je me suis rendu compte que, en fait, oui, si tu fouilles pas les petites fins, parce qu'évidemment, les fins, elles arrivent juste... C'est vraiment un choix à la fin qui détermine la reste du scénario. Hein. C'est vraiment genre, est-ce que tu vas à gauche ou à droite? Et voilà, t'as une fin différente. Voilà, ça tient à pas grand-chose, quoi. Mais du coup, les scènes vomitives que je t'ai envoyées, là, m'ont laissé un goût désagréable qui vraiment, c'est vraiment un jeu. Je peux pas m'imaginer que tu sois sain d'esprit et te dire que c'est des bonnes idées, ce que tu es en train de montrer. Et je voulais finir avec cette reco. J'ai joué à No Man's Sky et No Man's Sky c'est un jeu que j'ai vraiment pas aimé à sa sortie. Il a été complètement... Comme tout le monde, je crois. Comme beaucoup de gens. Et je crois que j'ai jamais vu un tel delta entre le jeu à sa sortie et le jeu aujourd'hui, puisqu'il est vraiment beaucoup plus rigolo. C'est pas juste, ils ont changé la vue puisque tu es passé de la première personne à la troisième personne. Mais le jeu a été complètement repensé. Certes, il y a beaucoup de craft, t'es quand même dans l'espace, mais j'aime bien les jeux à la Captain Blood, tout ça, tous ces jeux de privateer aussi, les jeux d'économie spatiale où tu passes ton temps à vendre du plutonium pour te refaire... mais sans moustache. Sans moustache, pour te refaire à t'acheter un nouveau vaisseau ou ce genre de truc. Bah, ça m'a apporté vraiment pas mal de plaisir. J'en suis à plus d'une quinzaine d'heures de jeu maintenant au moment d'enregistrement. Et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Donc, si vous l'avez encore, No Man's Sky, parce que c'est possible que vous l'ayez encore,
réinstallez-le et donnez-lui une chance, repartez de zéro. surtout. Est-ce qu'ils ont corrigé les. Enfin, parce que moi, ce qui m'avait vraiment saoulé, c'était les planètes qui n'avaient aucun sens quand t'atterrissais dessus. C'est-à-dire que t'avais des planètes où t'avais que des prédateurs, par exemple. Genre, tu te faisais latter par des monstres et qui, en fait, ne s'attaquaient jamais entre eux, donc tu sais pas comment est-ce qu'ils se nourrissaient. Ou bien des trucs, à un moment donné, tu minais une espèce de colonne de trucs, tu minais tout le bas, et le haut flottait sans s'écrouler. Et il y avait des milliers de trucs comme ça. T'es sûr que t'as pas joué à Minecraft? T'es sûr? Non, et je te jure, et des milliers de trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait. Il y a des hauts qui flottent, hein, ça c'est sûr, mais il y a dans l'espace. Oui, non, mais là, un truc où il y a de l'atmosphère et de la pesanteur, vu que toi tu retombes. Donc techniquement, tu coupes le bas d'un pied, le haut doit tomber. Enfin, tu vois. C'est un monde ouvert à l'échelle de la galaxie, donc du coup, il y a plein de bugs. Hein. Mais moi, ça me gêne. Les bugs tels qu'ils sont là me gênent beaucoup moins que ceux de l'époque. Moi, voilà. Parce que moi, du coup, c'était la promesse d'exploration spatiale, j'y croyais pas une seule seconde en fait. Ce que je voyais, c'était un moteur physique qui était pas bien fini. Et rien n'était cohérent en fait. Là, c'est tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois totalement. Là, c'est beaucoup moins un moteur physique. Il y a une espèce de trame scénaristique où tu vois un truc qui te permet d'aller d'un point à un autre et qui te justifie un peu tes aléas. Donc t'as un truc qui permet de te focaliser sur autre chose, quoi. Quand même. Oui. Et tu dialogues avec des races extraterrestres. Il te donne un objectif pour rencontrer tous ces extraterrestres. Tu rencontres pas gratos tous ces extraterrestres. Est-ce que c'est un peu comme... Tu parles de rencontrer des extraterrestres. Est-ce que c'est un peu comme le début de Valérian par Luc Besson? Alors, il y a des designs qui font penser à Valérian, mais je crois que Valérian est un trauma pour l'équipe de Super Ciné Battle. Et je tiens à vous dire que c'est pas faute d'avoir essayé de vous relancer pendant toute la semaine. En vous envoyant des SMS. Putain, et je tiens à dire que c'est pas faute de t'avoir expliqué que mon PC était dans des cartons et que j'avais absolument pas la place de le monter, mais que t'étais tout à fait libre de venir m'aider si tu voulais, par contre, hein, ça, pas de problème. Hein. Alors, qu'est-ce que tu fais dans les 2 prochaines heures? Parce qu'on peut l'enregistrer. Valérie, on a déjà fait, tu voudrais faire quoi? Surtout, un truc, c'est qu'on n'a pas décidé du prochain film. On n'a pas décidé quel film? Honnêtement, je pense que soit Angela... Ah ouais, non mais pas putain tout de suite. Et je l'ai pas vu, hein. Et je l'ai même pas vu, si tu veux. Ouais, soit Angela, soit un truc genre un gros machin genre Lucie. Putain, ça par contre, je l'ai vu, ça par contre. Vous remarquez que je n'ai rien dit. Ouais. Alors que toi, Lucie, d'ailleurs, tu veux Arthur et les Mini-merdes 2 et 3, toi. Ah non, monsieur, je veux surtout pas ça. Non, mais ce qui va être rigolo, c'est regarder Lucie après avoir vu Mission Impossible Fallout, tu vois. Ah, ça va être rigolo, ouais. Alors, toute cette scène de course-poursuite avec les bagnoles dans Paris, là, où il y a des dizaines de morts, hein, bien sûr, puisque dans les films de Luc Besson, c'est pas grave s'il y a des morts collatérales. C'était grotesque déjà à l'époque, mais aujourd'hui, je pense que c'est d'être pire, quoi. Ouais. Moi, je vote... Ah, sinon, il y avait aussi... Merde, comment il s'appelle l'autre Luc Besson Jean-Claude Besson, il s'appelle l'autre. Les extraordinaires aventures d'Adèle Blanc-Sec. Il y a Adèle Blanc-Sec aussi. Oh là là. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un podcast qui s'appelle Parle à moi Akira, où on fait ça sur les films d'Akira Kurosawa? Sérieux, quoi. Il y a The Lady aussi, hein, que tout le monde a oublié, Daniel. Alors moi je l'ai pas vu, The Lady. C'est celui que j'ai pas vu. Enfin, non, c'est celui que personne n'a vu. J'ai pas vu Malavita non plus. Ah, tu es un chanceux. Il y a Malavita. Mais du coup Angela, moi je vote pour Angela parce qu'il dure qu'1h30. C'est un bon argument en sa faveur, ouais. C'est un très très bon argument. Bah alors on dit quoi? On dit Angela? On dit Angela alors, oui. Ce sera Angela alors. Je sais qu'on... Adèle Blanc-Sec. Ah, non, Angela, c'est bon. C'est acté, on change plus, c'est décidé, c'est Angela. C'est super parce que c'est celui aussi que je connais le mieux et c'est peut-être aussi celui que j'aime le moins. Mais t'es un vrai petit sadique. Bon bah écoutez, je crois que it's a wrap. Vous pouvez nous retrouver donc sur After Eight, le site after8.fr, sur iTunes, sur tous vos devices de podcast différents. Quakes, où peut-on te retrouver? Sur Twitter, KWYXZ, sur les forums de Gamecult. Peut-être sur Twitch un jour, mais comme je l'expliquais sur Twitter, mon problème c'est que depuis que j'ai déménagé, maintenant j'ai 1h30 de route pour rentrer du boulot, donc évidemment ça me ferait commencer les Twitch à 3h30 du mat, donc c'est pas du tout possible pour vous. Enfin 3h30 du mat pour vous, hein, pour les Français qui écoutent, parce que heureusement je rentre pas du taf à 3h30 du mat. Bref, je pense que si je retwitch, ce sera plutôt les week-ends, donc pour l'instant je m'y suis pas remis, mais peut-être un jour. Voilà, à toi papa. Petite question juste, c'est 1h30 la route à vide ou 1h30 avec les... non, avec les embouteillages. La route à vide, le matin, comme je roule vers 6h du mat, je mets 40 minutes. Ah d'accord, ok.
Voilà, Ouais, donc voilà, c'est ça, c'est le 40 problème de Los minutes Angeles. à vide ou presque et 1h30 avec le trafic évidemment. Papa, où peut-on te retrouver à part dans la montagne? À part dans la montagne dans 200 ans, quand le glacier aura décidé de recracher mon cadavre. De l'orteil de Dieu. De l'orteil de Dieu. Sur Super Ciné Battle déjà. Sur Gamecult. Voilà, puisqu'il y a la thèse de Dead Cells qui devrait être en ligne si Puyo a bien fait son travail, ce qui n'est pas forcément donc, toujours il sera pas en garanti. ligne, hein. Voilà, il sera pas en ligne, hein, autant le dire comme ça. Quelle espèce de bâtard. Et puis voilà, puis par là mon Luc. Voilà, et puis par là mon Luc, et puis sur Twitter, @gkpluginbaby. Et ben pour ma part, c'est Camille Robotics sur Twitter. Et donc, il y a une dernière vidéo publiée sur YouTube sur ma souffrance sur ma joie sur Dark Souls. Mais il y a beaucoup d'insultes. Donc, youtube.com/Camille Robotics. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, puisque je Twitch beaucoup. En ce moment, j'ai repris le rythme. Donc, c'est twitch.tv/Camille Robotics. Je vais sans doute switcher Actraiser dans pas longtemps. Et je twitch du No Man's Sky. Et puis, il y a d'autres jeux qui vont bientôt tomber que j'ai bien envie de faire et je pense que ça va être une bonne ambiance. Et bien sûr, After Eight, Super Ciné Battle. Par là, mon Luc, vous l'avez entendu, on s'est engagé. Ouais, la rédaction des Ouais, c'est ça, ouais. Putain, les mecs, plus de joie encore. Ouais. Écoute, moi je l'ai pas vu, ça se trouve, je vais trouver ça génial. Non. Vraiment, je pense que te connaissant un petit peu, te situant un petit peu sur l'échiquier cinématographique, non. Bon, tant pis. Je sais pas, je garde mes vannes pour l'enregistrement. Oui, voilà, parce que- tirons parce pas que toutes les munitions. Si je te disais maintenant ce que j'en pense, c'est pas possible. Donc voilà, merci de nous avoir d'avoir écouté After Eight. On est toujours là pendant les vacances, comme vous voyez, même pendant les déménagements les plus compliqués. Ouais. On vous ouais, n'est-ce pas? Ouais. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Ciao à tous. Bisous. Ah, je recorde. Allez, hop. Ça record chez moi aussi. Ok. Bon alors, il faut qu'on remette en situation. On est en train d'attendre Benjamin François. Oui, on est en train de Benjamin François qui s'est lancé dans une carrière de maçon, visiblement. Et en fait, c'est comme tout, ça s'improvise pas. Il fait tout pour ne pas enregistrer Ah oui, mais il nous a sorti toutes les excuses possibles. Hein. Ah non, mais tout. J'ai du placo à poser. Je retrouve pas le PC. Je retrouve pas le micro. Mon chat a bouffé le câble. Enfin, Et alors, tu sais quoi? Moi, quand j'ai déménagé, j'avais 250 cartons. Mais je savais très bien dans quel carton était le PC. Parce que c'était le carton que j'ai pris moi-même sous le bras. Genre, un être évidemment. humain ne laisse pas une autre main porter son PC. Mais évidemment, c'est la première règle enfin la deuxième règle du déménagement. La première, c'est tes amis sont ceux qui acceptent de venir, ce qui fait que t'en as plus beaucoup à la fin. Et la deuxième règle, c'est qu'effectivement, le seul carton que tu notes proprement, c'est le carton du PC, parce que c'est le seul que t'as besoin de retrouver une fois que t'es chez toi, quoi. Et la deuxième chose importante dans un déménagement, c'est la Freebox. C'est l'Internet à l'arrivée. Exactement. Tu t'en fous. Exactement. Le reste, c'est bon. Genre la cuisine en vrac, tu t'en fous. Ouais, voilà. Du coup, son explication a l'air quand même très, très, très fumeuse. Ah non, mais à mon avis, c'est un choix qu'il n'ose pas assumer. Hein. C'est un choix qu'il refuse d'enregistrer avec nous.